Bonjour, bonsoir. Nous allons à travers cette vidéo poursuivre avec le cours sur les enzymes. Donc, je vous ai déjà envoyé la première partie. Donc, cette vidéo constitue la deuxième partie de ce cours, de ce chapitre. Nous avons vu au cours du premier chapitre que les enzymes sont des biomolécules indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Ces molécules catalysent des réactions et qui permettent à la cellule de fonctionner, de jouer son rôle, qui permettent à la cellule de synthétiser des molécules, de fabriquer de l'énergie sous forme d'ATP. Donc, ce sont des molécules indispensables au bon fonctionnement des cellules. Maintenant, les enzymes, en participant à une réaction métabolique, donc ces enzymes ont pour rôle d'accélérer les réactions, notamment en abaissant l'énergie d'activation de ces réactions. Maintenant, l'enzyme ou encore les enzymes interagissent avec les substrats, c'est-à-dire les molécules qui vont être transformées au cours de la réaction. Et cette interaction se fait à un endroit bien spécifique de l'enzyme. Et cet endroit spécifique s'appelle le site actif. C'est une sorte de poche, c'est un trou et qu'on trouve à l'intérieur de la molécule. Donc, n'oubliez pas que les enzymes sont des protéines, bon, à l'exception des ribozymes, mais les enzymes sont des protéines et ce sont des protéines avec au moins une structure tertiaire. Donc, une structure tertiaire, cela veut dire que la chaîne polypeptidique est repliée dans l'espace, okay, est repliée dans l'espace et ce repliement va donner naissance à une sorte de trou, une poche, okay, une poche et à l'intérieur de laquelle donc le substrat donc va pénétrer, va s'insérer pour pouvoir subir une réaction donnée. Donc se trouve et cette poche et s'appelle site actif et ce site actif joue un double rôle. Non seulement c'est un rôle de fixation, c'est-à-dire pour que la réaction ait lieu, donc il faut qu'il y ait contact entre le substrat et l'enzyme, et ce contact est établi à travers les groupements fonctionnels et de l'enzyme et ceux du substrat, bien entendu par des liaisons faibles. Ok, ça peut être des liaisons hydrogènes, ça peut être des liaisons hydrophobes, etc. Et non seulement le site actif joue le rôle de fixation, mais aussi c'est à cet endroit que la réaction va avoir lieu. C'est le site catalytique. Ok, c'est le site catalytique. C'est à ce niveau que, en fait, il va y avoir des modifications qui vont diminuer l'énergie et, ils vont diminuer en fait l'énergie et je dirais d'activation. Donc voilà le terme, l'énergie d'activation et de la réaction, et ce qui va permettre que cette réaction va se dérouler beaucoup plus vite. Voilà. OK, donc nous poursuivons. OK, donc la réaction enzymatique se déroule schématiquement en deux étapes. Donc, il y a une première étape, c'est la fixation, comme on l'avait dit précédemment. Et la deuxième étape, donc, c'est celle de la catalyse, donc avec transformation du substrat en un composé P, le produit de la réaction. Donc,
l'ensemble, presque dire, c'est l'ensemble des acides aminés impliqués dans l'ensemble des acides aminés impliqués dans la fixation du substrat et dans la catalyse est appelé site actif de l'enzyme. Donc, ce site actif ne représente qu'environ 5% de la surface de l'enzyme. Alors, dans ce schéma, ce dessin, cette image, on vous montre le site actif et puis on vous montre le site actif et les, et les substrats, OK, le site actif. Donc là, qu'est-ce qu'on vous montre? Acide aminé de fixation, acide aminé du site de fixation, acide aminé et du site de catalyse. Donc, et en rouge, probablement, c'est le substrat. Le substrat est en rouge. OK? Le substrat est en rouge. Maintenant, au niveau du site actif, vous avez des acides aminés qui participent à la fixation. C'est en jaune. Et puis, en vert, donc vous avez des acides aminés qui participent à la catalyse, c'est-à-dire qui va y transformer, participer à la transformation du substrat. Ah, ici, on dit la spécificité de l'enzyme pour son substrat est l'une des caractéristiques de la catalyse enzymatique. Et pour les enzymes, l'une des caractéristiques, l'une des propriétés des enzymes, c'est leur spécificité. C'est-à-dire que les enzymes agissent de façon spécifique. Donc, spécificité vis-à-vis du substrat, c'est-à-dire que un enzyme agit sur un substrat bien déterminé. Donc, cela veut dire que pour chaque enzyme, il devrait y avoir, pour chaque substrat, il devrait y avoir un enzyme. Et il y a aussi la spécificité de réaction. Donc, il y a des enzymes qui réagissent avec, qui catalysent un seul type de réaction. Donc, on peut en effet distinguer deux grands types de spécificité. On a déjà dit ça. Maintenant, on a, et par rapport à la spécificité, par rapport au site actif substrat, puisqu'on a parlé on a dit que le site actif, c'est une poche dans l'enzyme où va s'insérer le substrat. Eh bien, il y a eu des scientifiques, Emil Fischer, Kochland, qui avaient proposé des modèles pour caricaturer l'interaction entre l'enzyme et le substrat. Donc, en 1890, Emil Fischer donc, proposait le modèle de la clé et de la serrure. Donc, c'est un modèle, on utilise ici des matériels que vous connaissez, clé, serrure. Donc, vous savez bien que chaque serrure a une clé spécifique. Donc, je ne peux pas utiliser les clés de chez moi pour ouvrir les portes de l'école normale supérieure parce que chaque serrure a sa clé. Donc, c'est la spécificité. Ok, la spécificité. Donc, la forme du substrat clé est complémentaire à celle du site actif de l'enzyme. Donc, cela veut dire que le site actif a une forme, ok, qui est adaptée au substrat. Ok, le site actif a une forme qui est adaptée au substrat. C'est comme si on dit que le site actif a une forme carrée et puis m'a venu avec un substrat qui a une forme triangulaire. Non, pas entrer là-dedans et même là entrer là-dedans réaction pas faite parce que ce substrat triangulaire ne va pas bien s'adapter au site actif carré. C'est comme si j'avais un site actif circulaire et puis je viens avec un substrat carré. Donc, voyez, il y a incompatibilité de forme. Donc, par conséquent, il va y avoir un problème non au niveau de la non seulement au niveau de la fixation, mais aussi au niveau de la catalyse. Donc, il y a une complémentarité au niveau de la forme du site actif et de ça. C'est pourquoi Emile Fischer vient avec ce modèle clé et serrure. Donc, le problème avec ce modèle, c'est que c'est un modèle figé. C'est un modèle figé.
Donc, et qui ne correspond pas vraiment à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est quand le substrat entre dans le site actif, mais il y a des modifications qui permettent un meilleur ajustement du substrat. C'est comme si, je vais vous expliquer, moi, prends mon soulier, moi, entre pied dans soulier, hein. L'aime fin entre pied dans soulier, on a m'a ranger pied, mon façon pour que pied soit capable bien ajuster, bien chita dans soulier, hein. Ce qui n'est pas possible avec ce modèle clé serrure, ok? Ce qui n'est pas possible. Donc, est conscient de ce problème. Donc, en 1958, donc, De Koechlin, il proposait le modèle de l'ajustement induit. Donc, c'est comme la main et le gant. Donc, et si je prends un gant médium, et moi-même, quand entre même là-dedans, si il y a un monde qui gagne un main qui est plus gros que moi-même, qui entre là-dedans, donc il va y avoir un ajustement. Donc, l'enzyme et le substrat s'adaptent mutuellement leur forme respective, donc, qui ne sont complémentaires qu'au sein de complexes enzyme-substrat. Donc, c'est ce modèle qui a été proposé à la place du modèle d'Emile Fischer qui ne représentait pas, qui ne correspondait pas à la réalité. Donc la réalité, c'est que quand le substrat pénètre dans l'enzyme, donc il y a un ajustement qui permet au substrat de bien s'accrocher, de bien s'adapter et à la forme du site actif pour faciliter le bon déroulement de la réaction. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une autre partie, toujours sur les enzymes. On va voir les facteurs influençant la réaction enzymatique. Donc, puisqu'il s'agit de réaction et puisqu'il s'agit de réaction, donc vous savez bien qu'il y a des conditions, ok? Donc, certaines réactions nécessitent des conditions particulières. Par exemple, il y a des réactions pour qu'elles aient lieu. Donc, ces réactions doivent se réaliser en présence d'un enzyme et certains enzymes nécessitent la présence d'un cofacteur et ça peut être des facteurs, donc il y a d'autres facteurs, par exemple comme la température, comme le pH, etc. Donc, on va voir quels sont les facteurs qui sont capables d'influencer la réaction enzymatique. Donc, les premiers facteurs qu'on va considérer ici, c'est les facteurs physico-chimiques. Donc, on va considérer la température. Donc, la température a deux effets. Deux effets. Elle accélère la réaction, elle désactive l'enzyme. Ok, elle accélère la réaction, elle désactive l'enzyme. Et ça dépend de la température. Donc, ça dépend de la température, puisque la température de notre corps, c'est 37 degrés. Donc, c'est pratiquement la température optimale pour le bon fonctionnement des enzymes. Mais quand la température augmente considérablement ou encore diminue considérablement, donc ça peut affecter donc, le fonctionnement des enzymes. Donc, la température optimale de la plupart des enzymes est proche de celle du milieu cellulaire. Alors, pourquoi la température est désactivée? L'enzyme, n'oubliez pas que l'enzyme, c'est une protéine qui a une structure tertiaire, c'est-à-dire une protéine une chaîne polypeptidique est repliée sur elle-même dans l'espace et ce repliement est stabilisé par des liaisons hydrogènes, des liaisons hydrophobes et des liaisons et des ponts et disulfure. Maintenant, et si la température augmente considérablement, donc cette température peut briser les liaisons hydrogènes. Et si les liaisons hydrogènes sont brisées, donc la protéine, l'enzyme, n'oubliez pas que les enzymes sont pour la plupart des protéines, donc l'enzyme et la protéine va perdre sa forme suite à la rupture des liaisons hydrogènes et vous le savez très bien. Donc, la fonction est liée à la structure. Donc, si la protéine perd sa forme, sa structure, donc il y aura une perte de fonction. Donc, l'enzyme sera donc désactivée.
Donc, cela est possible pour une augmentation de température par rapport à la normale, aussi pour une diminution de la température par rapport à la normale. Donc, l'autre facteur qui peut favoriser et qui peut influencer la réaction enzymatique, c'est le pH, c'est-à-dire la concentration du milieu en protons, en ion H+. Donc, il y a deux effets. Aux valeurs extrêmes, il dénature donc et désactive la protéine en modifiant l'état d'ionisation des chaînes latérales des acides. Il faut savoir que on a vu ça avec les acides aminés, on a vu ça avec les acides aminés. Donc les protéines ils sont constitués d'acides aminés et les acides aminés donc, possèdent au moins deux groupements ionisables et ces groupements peuvent se présenter sous plusieurs formes ioniques dépendamment du milieu du pH. Okay? Donc, si vous avez un milieu qui est très très acide. Donc, vous allez avoir la forme cationique. Vous avez un milieu qui est très basique. Vous allez avoir la forme anionique. Donc, il y a des acides aminés qui possèdent des chaînes latérales ionisables. Donc, cela veut dire que, dépendamment du pH, donc, l'acide aminé peut être dénaturé, ok, suivant si le pH atteint des valeurs extrêmes, c'est-à-dire 2, 3 ou encore 9, 10, 11, 12, donc jusqu'à 14. Aux valeurs intermédiaires, il influe sur l'activité en modifiant l'état d'ionisation des chaînes latérales des acides aminés du site actif et celui du substrat. Donc, le pH optimal de la plupart des enzymes est proche de la neutralité. Donc, on sait bien que le pH du sang, c'est autour de 4, autour de 7, donc 7,3 et 7,4. Donc, certaines enzymes ont des pH extrêmes. Donc, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Par exemple, pepsine, et pH égale à 2, trypsine, donc c'est enzyme gastrique, enzyme intestinale, pH égale à 9, donc il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Ok, donc nous avons vu les facteurs physico-chimiques et parmi les facteurs physico-chimiques, on a considéré le pH et la température. Maintenant, on va considérer les effecteurs chimiques ou encore les ligands. Donc, ce sont des molécules, des petites molécules qui peuvent se lier à l'enzyme, soit au niveau du site actif, soit à un autre niveau de l'enzyme, mais cette fixation n'est pas sans conséquence. OK? Donc, parmi les effecteurs chimiques, donc on peut dire effecteurs chimiques ou ligands. Donc, parmi les effecteurs chimiques, donc, nous avons les inhibiteurs qui diminuent l'activité enzymatique. Il y a les activateurs qui augmentent l'activité enzymatique. Donc, voyons d'abord les inhibiteurs. Donc, ils peuvent être réversibles ou irréversibles. Donc, réversible, c'est-à-dire que l'inhibiteur, la molécule qui est inhibitrice, le ligand qui est inhibiteur se fixe à l'enzyme et diminue son activité, mais c'est de façon temporaire. Donc, ça, c'est pour l'inhibition réversible. Maintenant, l'inhibition irréversible, donc le ligand ou l'effecteur chimique se lie à l'enzyme de façon irréversible. Donc, c'est-à-dire que l'enzyme est bloquée définitivement. Donc, cette enzyme ne pourra jamais jouer son rôle parce que cette enzyme est bloquée par un ligand. Donc, c'est l'inhibition irréversible. Et c'est cette inhibition qu'on cherche pour les médicaments, les antibiotiques, ok, parce que on souhaite bloquer les enzymes des antibiotiques de façon à bloquer leur métabolisme, leur fonctionnement, afin de les tuer. Donc, voyons les deux sous-catégories. Donc, les inhibiteurs réversibles, donc ils ont trois modes d'action. Donc, capable compétitive, non compétitive ou mixte.
OK? Compétitive, inhibiteur compétitif. Donc, c'est des analogues structuraux du substrat. Alors, les ligands ne sont pas des substrats. Les effecteurs chimiques ou ligands, ce ne sont pas des substrats, mais c'est des molécules qui sont en compétition avec le substrat. OK? Donc, ces molécules peuvent occuper la place du substrat et par conséquent empêchent l'enzyme de transformer le substrat. Donc, le substrat va rester dans le milieu, dans le sang, OK? Et par conséquent, sa place est occupée par une autre molécule qu'on appelle ligand. Et, et là, on est dans l'inhibition compétitive. Maintenant, pourquoi compétitif? C'est parce que le ligand se fixe au site actif de l'enzyme. OK? Donc, le ligand, c'est compétitif, c'est quand l'effecteur chimique occupe la place, OK, la place même du substrat, c'est-à-dire le site actif et de l'enzyme. Maintenant, pour occuper le site actif, étant donné qu'il y a complémentarité entre le site actif et le substrat, ah ben, normalement, cet inhibiteur et cet effecteur chimique ou encore ce ligand, mais a en grande partie donc la même forme, okay, la même conformation, la même forme, la même morphologie que le substrat. Parce que sinon, il ne pourrait pas occuper la place et non seulement occuper la place du substrat, mais encore bloquer momentanément la réaction. OK? Donc, c'est pour cette raison qu'on a dit que les inhibiteurs compétitifs sont des analogues structuraux du substrat. C'est-à-dire que ils se ressemblent. Ce ne sont pas les mêmes molécules, mais ils se ressemblent si bien que donc ils sont capables d'occuper et place l'autre. Donc maintenant, cette fixation du substrat et cette fixation du ligand, de l'effecteur chimique ou encore de cet inhibiteur compétitif va diminuer l'affinité de l'enzyme pour le substrat. OK, maintenant, inhibiteur compétitif, donc analogue structuraux du substrat. OK, analogue structuraux du substrat, c'est inhibiteur non compétitif. OK, analogue structuraux du substrat, il se fixe de façon non covalente. Il se fixe de façon non covalente en un site différent du site actif de l'enzyme à la fois sur l'enzyme et sur le complexe enzyme-substrat. Donc, il diminue la vitesse de la réaction. Donc, c'est-à-dire que l'inhibiteur compétitif, donc c'est l'inhibiteur non compétitif ne ressemble pas au substrat parce que ici on dit non analogue. Donc, j'ai l'impression d'avoir dit analogue au début, mais c'est non analogue structurel, c'est-à-dire que sur le plan structural, le substrat et l'inhibiteur non compétitif ne se ressemblent pas. Donc, cela veut dire que l'inhibiteur, dans ce cas, ne peut pas pénétrer dans le site actif parce que la forme de l'inhibiteur est incompatible avec la forme du site actif. Maintenant, l'inhibiteur va se fixer à un autre endroit de la molécule, OK, va se fixer soit à un autre endroit de la molécule, OK, ou du moins se fixe sur le complexe enzyme-substrat. Qu'est-ce que le complexe enzyme-substrat? C'est le substrat, c'est un complexe dans lequel le substrat est lié à l'enzyme. OK? Est lié à l'enzyme. Donc, cette fixation et cette inhibition donc, diminue la vitesse de la réaction. Donc, dans l'inhibition compétitive, c'est l'affinité de l'enzyme qui diminue pour le substrat, alors que dans l'inhibition non compétitive, étant donné que le site actif n'est pas occupé par l'inhibiteur, OK, étant donné que le site actif est occupé par le substrat, cela veut dire que la réaction peut avoir lieu, étant donné que le substrat est dans son site actif. Donc, il y a non seulement fixation, mais aussi catalyse. Maintenant, l'inhibiteur qui se fixe à un autre endroit, va diminuer la vitesse de la réaction. Donc,
cette inhibition ne peut pas bloquer la réaction, mais cette inhibition va seulement diminuer la réaction étant donné que le substrat a la possibilité d'occuper le site actif. OK, maintenant, facteur influençant la réaction enzymatique, on continue. Donc, inhibiteur mixte. Donc, c'est un mode assez fréquent combinant inhibition compétitive et non compétitive. OK, voyons maintenant l'inhibition irréversible. OK, irréversible. Donc, dans les trois autres inhibitions, ou bien dans les deux autres inhibitions réversibles et compétitive, inhibition réversible non compétitive, c'est que le ligand se lie à l'enzyme de façon non covalente. Ça, c'est extrêmement important. Non covalente, cela veut dire que la liaison entre l'enzyme et l'inhibiteur sont des interactions. Ce n'est pas la même liaison. Donc, l'interaction entre l'inhibiteur et l'enzyme, c'est des interactions faibles. Donc, comme les liaisons hydrogènes. Alors que, ici, il s'agit d'inhibition réversible, c'est-à-dire l'enzyme est bloquée momentanément, la vitesse de l'activité enzymatique diminue momentanément et provisoirement, mais dans le cas de l'inhibition irréversible, donc l'enzyme est bloquée définitivement. OK? Les inhibiteurs irréversibles se lient de façon covalente. Ouais, de façon covalente, cela veut dire que c'est une liaison forte, de façon covalente à un groupement fonctionnel indispensable à l'activité catalytique. Donc, cette fixation est covalente à un groupement fonctionnel indispensable à l'activité catalytique bloque définitivement et l'activité enzymatique. On vous donne un exemple. Aspirine inhibe irréversiblement la cyclooxygénase, qui enzyme qui initie la synthèse de la prostaglandine, médiateur chimique impliqué dans l'inflammation, la douleur et la fièvre. Donc, il faut dire que les prostaglandines sont synthétisées à partir d'un acide qu'on appelle l'acide arachidonique. OK, acide arachidonique. Donc, et maintenant, pour empêcher l'acide arachidonique de se transformer en prostaglandine, eh ben, on prend l'aspirine. Qui fait l'aspirine? L'aspirine va bloquer la cyclooxygénase, qui est une enzyme qui participe à la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine. Donc, ça, c'est un exemple d'inhibition irréversible. OK, donc on a vu les inhibiteurs. Maintenant, on va parler des activateurs. On va parler des activateurs. Donc, les activateurs sont de nature diverses. Donc, vous avez activation par les ions métalliques. Ils peuvent favoriser une bonne conformation de l'enzyme. Donc, quand on parle de conformation, c'est-à-dire que une autre forme de l'enzyme, OK, une autre forme de l'enzyme, la fixation du substrat sur l'enzyme peut ou participer directement à la catalyse. Donc, ils peuvent favoriser soit une bonne conformation de l'enzyme, soit la fixation du substrat sur l'enzyme, pour participer directement à la catalyse, les activateurs. Vous avez activation par protéolyse limitée, c'est-à-dire par clivage d'une ou plusieurs liaisons et peptidiques d'un protoenzyme osmogène inactif, révélant ou créant le site actif, par exemple trypsinogène. Donc, il y a des protéines, des enzymes qui existent sous forme inactivée, par exemple trypsinogène. Maintenant, pour activer cette enzyme, donc il faut qu'il y ait coupure, enlèvement d'une séquence peptidique. Et cette séquence peptidique peut soit cacher le site actif ou encore obstruer, oui, empêchant l'accès du substrat au site actif ou cachant un groupement fonctionnel participant à la fixation. Maintenant, pour activer l'enzyme, il suffit
de couper, d'enlever cette séquence de protéines. Donc, c'est pourquoi on parle de protéolyse limitée, c'est-à-dire lyse et coupure d'une séquence de protéines limitée, donc ce qui active la protéine, l'enzyme. Donc, activation par modification covalente. Donc, vous avez des enzymes qui existent sous deux formes interconvertibles. Vous avez une forme qui est phosphorylée. Donc, la forme qui est phosphorylée et une forme non phosphorylée. Donc, pour une enzyme donnée, l'une est active, l'autre est inactive. Donc, selon l'enzyme, la forme phosphorylée est active ou non. Ça dépend de l'enzyme. Donc, pour une enzyme quelconque, ça capable, la forme active peut être la forme phosphorylée, alors que pour un autre enzyme, la forme active, c'est la forme non phosphorylée. Ça dépend de l'enzyme. OK, donc nous poursuivons avec la dénomination et la classification des enzymes. OK, nous allons parler de la dénomination et de la classification. Donc, vous êtes certainement habitué avec ces noms, les pepsine, protéase, amylase, lipase. OK, donc c'est des noms donnés en fonction des substrats catalysés. Donc, les protéases, c'est pour les protéines. C'est l'enzyme digestive qui agit sur les protéines dans le tube digestif. Amylase, famille d'enzymes qui participent au métabolisme, à l'hydrolyse des carbohydrates, des polysaccharides. Lipase, c'est pour les lipides. OK? Et là, par exemple, ces noms dérivent le plus souvent du grec ou d'autres langues. Par exemple, la pepsine, principale protéase du sucre gastrique, dont la dénomination vient du grec peptos, qui signifie digérer. OK. Maintenant, la dénomination de l'enzyme est basée sur plusieurs critères, est basée sur le nom du substrat. OK? Le substrat, c'est la molécule qui va subir la réaction, qui va interagir avec l'enzyme. Donc, le substrat, c'est cette molécule sur laquelle l'enzyme va y agir. D'abord, d'ailleurs, on avait parlé de complexe enzyme et substrat. OK, donc le nom du substrat, c'est-à-dire quand vous avez le nom d'une enzyme, vous devez pouvoir identifier quel type de substrat qui interagit avec cette enzyme. Par exemple, ici, on vous donne maléate déshydrogénase. Cette enzyme agit sur acide malate, malique ou malate. Malate, c'est pas maléate, excuse-moi, c'est malate déshydrogénase. Donc, c'est-à-dire que le substrat ici, c'est malate. Malate décarboxylase, le substrat ici, c'est malate. Et je vous avais parlé de prolyl hydroxylase. Donc, le substrat, c'est proline. Lysyl hydroxylase, le substrat, c'est lysine. OK? Donc, dans le nom de l'enzyme, vous devez pouvoir identifier le substrat, c'est-à-dire la molécule qui subit la réaction de l'enzyme. Donc, ensuite, la réaction catalysée, dans les exemples donnés ici, c'est une déshydrogénation, déshydrogénase. Décarboxylase, c'est une décarboxylation. Et puis, ASE, donc c'est terminaison ça qui permet de connaître c'est une enzyme. Donc, dès que vous voyez ASE, donc là, ça fait référence à une enzyme spécifique à tout, pratiquement tous les enzymes. Maintenant, dans la nomenclature dite officielle, la classification des enzymes est basée sur des critères de spécificité. OK, sur des critères de spécificité, on a parlé de protéase. Là, c'est pas des noms officiels. OK, protéase, lipase, etc. Ou encore, on dit malade déshydrogénase, non. Il y a une classification, OK, officielle, que nous parlons et comment les-mêmes les structurer. Donc, une enzyme possède un numéro de code précédé des lettres EC, enzyme, commission, dans certains, et commission d'enzymes, dans certains ouvrages, on parle d'enzyme classification. Et
EC est suivi de quatre chiffres séparés par des points. Donc, l'enzyme s'écrit de manière générale sur la forme de EC. Les quatre chiffres, c'est X1, X2, X3, X4. Donc, on va voir ce que signifie 1, X1, X2, X3, X4. Donc, X1 varie de 1 à 6, indique les 6 types de réactions catalysées par les enzymes. Donc, ça, c'est extrêmement important, ça, c'est à mémoriser. Donc, il y a 6 classes d'enzymes. OK, il y a 6 classes d'enzymes, ou encore il y a 6 types de réactions catalysées par des enzymes. Vous avez la première classe d'enzymes, c'est les oxydoréductases. OK, vous avez la première classe, c'est les oxydoréductases. Donc, c'est des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction. Vous avez les transférases, c'est des enzymes qui participent au transfert de groupements fonctionnels. Vous avez les hydrolases, OK, c'est des réactions hydrolytiques qui participent à l'hydrolyse des liaisons dans les polymères, etc. Vous avez les liases. Les liases, donc, c'est des réactions d'élimination pour former des liaisons doubles. Vous avez les isomérases, donc ces réactions d'isomérisation. Et vous avez les ligases, OK? Vous avez les ligases ou encore polymérase, c'est union de molécules couplées à l'hydrolyse de l'ATP. Union de molécules couplées à l'hydrolyse de l'ATP. Donc, c'est-à-dire que union de molécules, donc c'est la polymérisation qui sont couplées à l'ATP. C'est-à-dire que c'est une polymérisation qui nécessite de l'énergie et cette énergie est apportée par l'hydrolyse de l'ATP. Donc maintenant, X1 varie de 1 à 6. Donc cela veut dire qu'il y a 6 classes d'enzymes. Donc vous devez mémoriser ces 6 classes. Je ne sais pas si vous pourrez faire un sigle au haute l'île, haute l'île, ouais, haute l'île, marronné, n'a dégagé nous, OTH, OTH, l'île, ok, OTH, les ligues, donc, on a dégagé, nous faisons un sigle, donc, pour nous capable de répondre à la question, ça, dans l'examen. Donc, on regarde, on a vu pour X1, donc X1, donc ça veut dire qu'on peut avoir X1, X2, X3, X4, X5, X6. Donc, dès que vous avez X1, vous devez savoir que cet enzyme, c'est un oxydoréductase. Si vous voyez EC2, EC1, c'est oxydoréductase. Si vous voyez EC2, c'est transférase. EC3, c'est hydrolase, ainsi de suite. Maintenant, on regarde qui ça veut dire les autres X. X2 désigne la nature du groupement donneur du substrat sur lequel agit l'enzyme. OK? X2 désigne la nature du groupement donneur du substrat sur lequel agit l'enzyme. Donc, c'est sous-classe. Vous avez la classe qui c'est X1 et vous avez la sous-classe qui c'est X2. Mhm. Vous avez la sous-classe qui c'est X2. OK? Vous avez la sous-classe qui c'est X2. Et donc, alors, il peut y avoir plusieurs, ça peut être un, ça peut être deux, trois, quatre, c'est des chiffres, ok? Par exemple, voyez l'alcool déshydrogénase, ok? Un exemple ici. L'alcool déshydrogénase, vous avez EC. Donc, on a procédé le premier chiffre, là, c'est un. Donc, si le premier chiffre, c'est un, cela veut dire que c'est oxydoréductase. Donc, on vient ici, ouais, un, c'est oxydoréductase. Maintenant, deuxième chiffre, là, c'est un. Puisque le deuxième chiffre, là, c'est un, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais agit sur CHOH. Donc, dès que vous voyez un comme deuxième chiffre dans le code d'un enzyme, donc c'est que cette enzyme agit sur CHOH. Maintenant, si vous voyez un, si troisième chiffre là, c'est également un, eh ben, là, c'est les accepteurs d'électrons. Ici, d'électrons, ici c'est Na
D ou NADP comme accepteur d'électrons. Et puis, si vous avez quatrième chiffre comme un, donc là, on a 4, 1. Donc, quatrième 1, je vais dire que c'est le premier enzyme qui a été découvert et qui reconnaît. Donc, on retourne en l'air. Donc, deuxième nom, elle désigne la nature du groupement d'honneur. D'honneur quoi? Le groupement d'honneur d'électrons, le groupement d'honneur d'hydrogène, du substrat sur lequel agit l'enzyme. X3 désigne la nature du groupe accepteur des protons. OK, du groupe accepteur des protons. Donc, dans notre cas ici, EC1, c'est une réaction d'oxydoréduction. EC11. Donc, quel est le groupement qui donne les électrons? C'est CH ou H. EC111. Quel est le groupement qui accepte les électrons? C'est NAD ou NADPH. Et puis, quatrième 1 qui fait c'est EC1111. Mais c'est le premier enzyme qui a été découvert et reconnu. Donc là, on vous dit que désigne X4 désigne le numéro d'ordre ou numéro de série et du substrat sur lequel agit l'enzyme, numéro d'ordre d'enregistrement de l'enzyme dans la sous-classe, sous-classe considérée. Donc là, c'est sous-classe. J'avais effacé et sous-classe, voilà, dans la sous-classe considérée. Donc, je vous enverrai un document qui vous donne beaucoup plus de détails sur la classification des enzymes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque enzyme, vous avez un code avec 2 lettres, EC, et 4 chiffres. Donc, chaque chiffre, il indique, le premier chiffre, là, il indique la classe de l'enzyme, soit oxydoréductase, soit transférase, soit hydrolase, soit liase, soit polymérase. OK? Ensuite, deuxième groupe blanc, par exemple, pour les oxydoréductases, et deuxième groupe blanc, les dit, mais qui groupement qui bat réaction. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, quand vous avez un, mais c'est ça, ça veut dire. De vous avez un, en première position, c'est oxydoréductase. De vous avez un en deuxième position, qu'on est c'est qui groupement qui donne. Donc, cela veut dire que vous capable de un dans l'autre. Et par exemple, si on commence avec deux transférases, donc à ce moment, on va dire quel est le substrat qui donne. Quel est le substrat qui donne. Par exemple, si on prend les glucokinases, c'est des groupements participant au transfert de groupements phosphate. Justement, donc on va le gagner pour glucokinase 2, puisque c'est un groupement qui transfère, c'est un transférase. Maintenant, on a là, et on va le gagner 2, on va le gagner 1 après. Un après, il dit, c'est désigne la nature du groupement d'honneur, désigne le substrat. Le groupement d'honneur, qu'on a quel est le groupement d'honneur qui donne le groupement phosphate, donc c'est l'ATP, et à ce moment, on va le gagner en chiffre, là, qui a un qui vous dit qu'APT agit sur ATP, etc. Voilà, et vous aurez beaucoup plus d'informations dans le document. Donc, on s'arrête là, et le prochain cours, ce sera sur les coenzymes. Donc, je vous enverrai la vidéo, espérant que ma prend temps pour que nous regardions et puis vous produirez vos questions dans la section commentaires sur ma page YouTube. À la prochaine.